écouter le chancelier allemand Olaf Scholz. Merci à vous. Madame la Présidente, chers collègues, chers concitoyens, le 24 février 2022 marque un changement d'époque dans l'histoire de notre continent. Avec l'attaque de l'Ukraine, le président Poutine a déclenché une guerre pour une seule raison, s'en prendre à la liberté de l'Ukraine qui est contraire au régime. C'est contraire aux droits humains, au droit international, c'est injustifiable. Les images terribles de Kiev, de Kharkiv ou de Mariupol montrent tout le cynisme de Poutine, l'injustice, la douleur des Ukrainiens. Tout cela nous touche. Je sais très bien quelles questions les citoyens allemands se posent aujourd'hui. Quelles préoccupations ils ont au vu des nouvelles terribles de la guerre. Un grand nombre d'entre nous ont encore les récits de nos parents ou de nos grands-parents de la guerre. Et pour les plus jeunes, c'est impensable. La guerre en Europe. Un grand nombre d'entre vous, en Allemagne, voient que nous avons affaire à un changement d'époque. Et ça signifie que le monde d'après ne sera plus le même. Il s'agit d'une question. Est-ce que la puissance peut être contraire au droit? Est-ce que Poutine peut nous renvoyer dans l'ère des grandes puissances du 19e siècle ou est-ce que nous posons des limites à Poutine? Et il faut faire preuve de force. Oui, nous défendrons nos libertés, notre démocratie, notre prospérité. Chère Présidente, je vous remercie d'avoir convoqué cette session. Je vous remercie aussi, vous tous, d'avoir soutenu cette session. Mesdames et messieurs, avec l'attaque de l'Ukraine, Poutine cherche s'en prendre à un État indépendant et l'effacer de la carte, mais il s'en prend aussi à l'architecture de la sécurité européenne depuis l'acte d'Helsinki, qui existait depuis 50 ans. Il s'isole de la communauté internationale des États. Aujourd'hui, avec la France, nous avons cherché à dénoncer cela au Conseil de sécurité, qui est une violation grave du droit international. Et vous avez vu que nous avons eu du succès au Conseil de sécurité. Nous ne sommes pas seuls dans notre défense de la paix et nous continuerons avec toute notre force. Et je remercie Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères, pour cela, pour son soutien. Et Moscou n'a pu éviter cette résolution qu'avec son droit de veto. Quelle honte! Le président Poutine parle de sécurité indivisible, en effet, mais il veut diviser le monde en sphères d'influence. Et cela a des conséquences pour la sécurité en Europe. Oui, une sécurité durable
en Europe, non pas contre la Russie à long terme, mais il faut, à court terme, montrer des limites à Poutine. Nous relevons ce défi de manière résolue et pragmatique. Nous avons une tâche. Tout d'abord, nous devons soutenir l'Ukraine dans cette situation. Et ces dernières semaines et ces derniers mois et années, l'Ukraine a souffert. Mais nous arrivons à une nouvelle époque avec l'attaque à Kiev, à Kharkiv, à Mariupol, Odessa. Les populations défendent non pas simplement leur patrie, mais pour la liberté et la démocratie, pour des valeurs que nous partageons. En tant que démocrates européens, nous sommes à leur côté, du bon côté de l'histoire. Jeudi, le président Poutine a attaqué l'Ukraine et il a créé une nouvelle réalité. Il faut apporter une réponse claire et nous l'avons donnée. Comme vous le savez, hier, nous avons décidé que l'Allemagne livrerait des armes à l'Ukraine pour se défendre. L'agression de Poutine ne pouvait pas rester sans réponse. Mesdames et messieurs, après nos négociations, il faut mettre un terme au cours de Poutine. Cette guerre est une catastrophe pour l'Ukraine, mais elle sera aussi une catastrophe pour la Russie. Ensemble avec l'UE, les chefs d'État et de gouvernement, nous avons adopté des sanctions sans précédent. Nous isolons les banques et les entreprises russes du financement. Nous empêchons l'exportation de technologies de pointe vers la Russie. Nous nous en prenons aux oligarques russes dans l'Union européenne. Nous imposons des sanctions contre Poutine et ses proches et restreignons l'octroi de visas. Et nous isolons des banques de SWIFT. C'est ce qu'ont décidé les chefs d'État et de gouvernement des démocraties. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Poutine ne va pas changer sa trajectoire du jour au lendemain. Pourtant, très rapidement, les dirigeants russes vont voir le prix qu'ils auront à payer. Ces dernières semaines, les bourses russes se sont effondrées. Cela montre que nos sanctions marchent et nous préparons d'autres sanctions. Nous ne nous restreignons pas. Qu'est-ce qui peut toucher le plus les responsables? C'est ça le plus important, et non pas le peuple russe. Car c'est Poutine et non pas le peuple russe qui a décidé la guerre. Et donc, il faut clairement faire comprendre que cette guerre est celle de Poutine. Et cette différence est importante, car la réconciliation entre les Allemands et les Russes après la Seconde Guerre mondiale est un chapitre important de notre histoire commune. Et je sais qu'il est difficile de voir cette situation, en particulier pour les citoyens de notre pays qui sont nés en Ukraine ou en Russie.
Et nous ne permettrons pas que ce conflit entre Poutine et le monde libre rouvre des vieilles rancunes. Et n'oublions pas une chose, dans de nombreuses villes russes, des citoyens ont manifesté contre la guerre de Poutine. Ils ont encouru des sanctions et des emprisonnements. Ça demande beaucoup de courage. L'Allemagne est aujourd'hui aux côtés de l'Ukraine. Nos pensées vont aujourd'hui aux victimes de l'attaque offensive de la Russie et nous sommes aux côtés des Russes qui se sont opposés à Poutine et qui refusent sa guerre. Nous savons que vous êtes nombreux. Je vous dis, n'abandonnez pas. Je suis sûr que la liberté, la tolérance et les droits humains s'imposeront aussi en Russie. Mesdames et messieurs, le troisième grand défi, c'est d'éviter que la guerre de Poutine se propage dans d'autres pays européens. Et ça signifie que, sans condition, nous sommes engagés par nos obligations de l'OTAN. Je l'ai rappelé à nos alliés d'Europe de l'Est et centrale qui se préoccupent pour leur sécurité. Le président Poutine ne doit pas sous-estimer notre solidarité. Nous défendrons chaque mètre carré de notre alliance. Et nous pensons cela. C'est notre volonté de défendre chacun de nos pays, comme si c'était le nôtre. L'armée allemande a étendu son soutien aux partenaires à l'Est. Je remercie la ministre de la Défense pour ce signal. Nous avons renforcé notre déploiement. En Roumanie, nous avons prolongé et élargi nos missions. Nous souhaitons créer participer à une nouvelle unité en Slovaquie. Notre marine apporte des navires supplémentaires pour assurer la mer du Nord et la mer Baltique et la mer Méditerranée. Et nous sommes prêts à participer aux défenses antimissiles. Nos soldats, ces derniers jours, ont eu très peu de temps pour se préparer à cet engagement. Et je leur dis merci. Je vous remercie pour votre service important en ces jours. Mesdames et messieurs, au vu de ce changement d'époque que signifie l'agression de Poutine, nous devons assurer la sécurité de l'Europe et nous ferons cela dans les mesures nécessaires. L'Allemagne
contribuent de manière solidaire à cela. Et cela doit être clair. Mais ça ne suffit pas de le dire. Il faut que l'armée allemande dispose de nouvelles compétences. Et c'est mon 4e point. C'est mon 4e point. La lecture de l'histoire de Poutine, si on l'a entendu, ou si on lui a parlé comme moi pendant des heures à Poutine, il n'y a plus de doute à avoir. Poutine souhaite reconstruire un empire russe. Il souhaite changer la situation en Europe selon sa représentation et il n'a pas peur de la violence militaire. Nous le voyons aujourd'hui en Ukraine. Nous devons nous demander quelles compétences sont à disposition de la Russie de Poutine et de quelles compétences, de quelles capacités avons-nous besoin pour faire face à cette capacité. Nous devons investir davantage dans la sécurité de notre pays afin de défendre notre liberté et notre démocratie. Cela demande beaucoup d'efforts nationaux. Il faut une armée qui soit moderne, qui puisse nous protéger de manière fiable. Lors de la conférence de sécurité de Munich, il y a une semaine, j'ai dit qu'il faut des avions qui volent, des navires qui naviguent et des soldats qui soient en capacité d'agir. Voilà notre objectif. Et ça semble à portée ça semble faisable pour un pays de notre taille. Mais pour avoir de meilleurs équipements, de meilleurs personnels, etc., il faut beaucoup d'argent. Nous préparons un fonds spécial pour l'armée allemande et je remercie le ministre Lindner pour son soutien. Le budget aura 100 milliards de plus pour l'armée, pour les investissements nécessaires dans les équipements. D'année en année, nous passerons plus de 2% de notre PIB pour notre défense. Et je m'adresse ici à toutes les fractions du Bundestag. Nous devons ancrer ce fonds spécial dans notre Constitution. J'aimerais ajouter une chose. Cet objectif, il n'est posé pas simplement parce que nous avons nos obligations avec nos alliés d'augmenter à 2% ces investissements, mais nous le faisons aussi pour nous, pour notre sécurité. Nous savons que toutes les menaces de l'avenir ne pourront pas se résoudre avec l'armée. Et c'est pour ça qu'il nous faut un travail de coopération au développement.
Nous renforcerons notre résilience, par exemple face aux cyberattaques, aux campagnes de désinformation, aux attaques sur nos infrastructures critiques et de communication. Et nous serons au niveau du point de vue technologique. Il est important que nous ayons la première génération d'avions de chasse et de chars, que nous achetions avec nos partenaires européens, en particulier avec la France, que nous les construisons en Europe. Jusqu'à ce que ces avions soient disponibles, il faudra continuer à développer les efforts à ce titre. Et pour cela, un contrat sur des Eurodrones a été signé. L'achat d'équipements en provenance d'Israël va aussi être renforcé. Et nous remplacerons les Tornado Jets. L'Eurofighter doit être capable, doit être technologique. Et enfin, mesdames et messieurs, nous devons faire davantage pour assurer notre approvisionnement en énergie. Une mesure importante a été prise ou proposée par le gouvernement. Nous diversifierons nos sources d'énergie. Les événements ces derniers jours nous ont montré que pour avoir une politique d'énergie responsable, c'est important pour notre économie et notre climat, mais aussi pour notre sécurité. Ainsi, plus nous construirons rapidement des énergies renouvelables, mieux ce sera. Et nous sommes sur la bonne voie. En tant que pays industrialisé, jusqu'à 2040, nous souhaitons devenir une économie décarbonée. Avec ces objectifs, nous devons prendre des bonnes décisions pour nous découpler des hydrocarbures. Nous devons être rattachés à l'Europe aussi pour importer du gaz d'autres points de la planète. Nous avons créé des terminaux GNL. Nous devons les construire rapidement. Le ministre de l'économie, Habeck, mérite mes remerciements. Il faut que nous réussissions à transformer notre système pour que l'on ait des terminaux GNL qui puissent à l'avenir recevoir de l'hydrogène propre, être converti donc. Et bien sûr, nous savons que l'énergie va coûter cher avec la guerre de Poutine. À ce titre, nous avons pris des mesures pour proposer des aides aux foyers les plus vulnérables. Le gouvernement adoptera des mesures rapidement à ce titre. Notre message est clair. Nous n'oublions pas les citoyens et les entreprises. Mesdames et messieurs, ce changement d'époque ne concerne pas simplement notre pays, mais l'Europe dans son ensemble. Et c'est là qu'il y a un risque, mais aussi une opportunité. Le risque, c'est de défendre la souveraineté de l'Europe de manière durable. L'opportunité, c'est notre unité.
grâce à nos sanctions que nous avons adoptées. Pour l'Allemagne et pour les pays de l'UE, ça signifie pas simplement de chercher à tirer des bénéfices de Bruxelles, mais de se demander quel est le meilleur pour l'ensemble de l'UE. L'Europe est notre cadre de négociation. Si nous comprenons cela, nous pourrons faire face aux défis de notre temps. Et j'en arrive au 5e et dernier point. La guerre de Poutine signifie une césure aussi pour notre politique extérieure. Autant de diplomatie que possible sans être naïf, cette proposition demeure. Mais ne pas être naïf, ça signifie de s'engager pour un vrai dialogue, mais aussi il faut pour cela une disposition des deux côtés. Et c'est ce que Poutine n'a pas. C'est ce que nous avons vu ces derniers jours et semaines. Pour l'avenir, ça signifie que nous ne refuserons pas de discuter avec la Russie, même dans cette situation extrême. Les voies diplomatiques doivent demeurer ouvertes. Le reste serait irraisonnable, déraisonnable. Mesdames et messieurs, nous savons cependant ce que nous défendons au vu de notre propre histoire pour la paix en Europe. Nous n'accepterons jamais la violence comme politique. Nous défendrons toujours pour une solution pacifique des conflits. Et nous n'arrêterons pas tant que la paix ne sera pas assurée en Europe. Et nous ne sommes pas seuls. Avec nos amis et partenaires en Europe et dans le monde, notre plus grande force, ce sont nos alliances. Et c'est grâce à elles que notre pays vit depuis 30 ans dans la paix et la prospérité avec ses voisins. Depuis plus longtemps même. Si depuis 30 ans, nous devons défendre l'Union européenne, l'OTAN, nos relations avec nos partenaires dans le monde. J'ai confiance, nous y arriverons, car jamais avons-nous été aussi unis et déterminés. Ce qui nous unit, c'est que nous connaissons la force de la liberté de la démocratie, ce qu'un consensus social large peut permettre. C'est ce qui nous permet de résister aussi à ce changement d'époque. Et je vous remercie et toutes les fractions de ce Bundestag qui ont condamné l'agression russe, qui est une agression sur un pays indépendant injustifiable, sur l'ordre de paix en Europe et dans le monde. Cette proposition de décision aujourd'hui le rappelle clairement. Je vous demande d'envoyer des signaux face à la guerre de Poutine et de vous engager pour la paix ici et ailleurs. Et je remercie ceux qui, avec nous, se sont engagés pour une Europe paisible et juste. Nous la défendrons. Voilà pour ce discours du chancelier allemand Olaf Scholz devant le Bundestag à Berlin, largement applaudi par l'ensemble des partis politiques allemands qui sont donc réunis pour cette session et convoqués.